Bonjour à tous, bienvenue sur la News 33. Bonjour Xavier. Bonjour Constant. Donc on va se tutoyer pour cette interview. Donc fidèle à Facebook, on va attendre quelques minutes, avoir confirmation du réseau, de ce live et du son. J'espère qu'on nous entend bien, qu'on t'entend bien. Voilà. Ok, je vais partager écoute sur mes réseaux également, comme ça on va Vas-y, je essayer t'en prie. d'être le plus nombreux possible. Je t'en prie, je t'en prie. Donc le temps que tu partages sur tes réseaux, on va parler de ce fameux sujet problématique du moment, l'Ukraine, la Russie, les conséquences éventuelles qu'on risque d'avoir euh, de ce conflit qui commence à être international. Donc j'espère que vous nous entendez bien, que vous captez bien l'image, que l'image est bonne. Voilà, on va attendre quelques réponses. Ok, l'assistant nous dit que c'est bon. On entend bien. Super. Tu me dis quand tu es prêt. Eh bien écoute, je suis prêt. Ok. Donc présente-toi. Donc, je m'appelle Xavier Monio-Lundi, je suis enseignant en droit et en économie, j'habite à Bordeaux, j'ai 34 ans, je suis papa, marié et je suis surtout militant depuis que j'ai 15 ans à peu près. Je me suis toujours battu pour des choses qui m'ont semblé justes et saines. Et donc, c'est-à-dire, quand je dis battu, c'est mobiliser. Oui. Mobiliser par la parole, par l'action, aller dans la rue. Moi, ça a commencé avec la réforme de 2003 contre les retraites Fillon, enfin la réforme Fillon en 2003, j'étais au lycée à l'époque. Donc on s'était mobilisé pour éviter de voir le régime des retraites devenir moins favorable aux générations futures. Par la suite, le CPE en 2005. Et puis, j'ai petit à petit essayé de gravir les échelons intellectuels pour me forger une opinion libre et éclairée. Te Et cultiver, c'est ça. te cultiver mentalement. J'ai beaucoup appris grâce à mon engagement politique. Ouais. Donc je suis engagé politiquement depuis 2012, vraiment. Oui. Donc j'ai commencé mon engagement politique au sein de l'Union populaire républicaine, qui a été fondée par François Asselineau. Mhm. Et j'ai rejoint très récemment l'Union populaire, qui est portée par Jean-Luc Mélenchon pour le programme L'Avenir en commun. Effectivement, oui, tu as un parcours, on va dire c'est un joli virage, quoi. Alors le virage UPR-UP, Oui, oui. en fait il n'y a qu'un R qui sépare les Oui, deux. effectivement, effectivement. Plus sincèrement, j'ai fait un choix pragmatique, parce que la politique, avant tout, c'est aussi l'art du compromis. Donc, j'ai pas fait de compromission sur mes convictions. J'ai toujours été quelqu'un de gauche. J'ai toujours défendu des valeurs de gauche, mais une gauche patriotique, une gauche qui ne s'oublie pas, Ouais. une gauche pacifiste. Mhm. Et donc, j'ai trouvé dans le programme L'Avenir en commun une manière d'exprimer mes convictions de manière politique, concrète, pragmatique, parce que aujourd'hui, dans la scène politique française, la seule force de gauche véritablement qui peut peser, c'est la force que représente l'Union populaire pour le programme L'Avenir en commun. Oui. Le programme L'Avenir en commun est un programme très ambitieux, très progressiste. Proche du peuple pour toi, quand même. Très proche du peuple. Moi, Ouais. je suis quelqu'un du peuple, je suis issu de la classe moyenne, j'ai eu la chance de pouvoir faire des longues études de droit Mhm. grâce aux bourses d'enseignement supérieur. Ouais, ouais. J'ai beaucoup travaillé pendant ma Tu viens jeunesse. d'une famille modeste ou Je viens d'une famille de la classe moyenne. classe moyenne, donc Alors, oui. initialement, mes grands-parents sont plutôt assez modestes. Mhm. Je suis aussi, sur mes origines, j'ai mon père qui est d'origine maghrébine, marocaine et algérienne pour être précis. Du côté de ma mère, c'est plutôt français. Ouais. Et, euh, et, et donc, j'ai vécu sur différents territoires de la France, en Polynésie Plusieurs française, cultures, dans les Antilles. Ouais. Je suis très attaché à la diversité culturelle, que ce soit en France et dans le monde, Mhm. parce que la diversité, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité au final. Et, Oui. Ouais. et donc, c'est ce qui forge ma personnalité. Donc, je défends évidemment le peuple parce que j'en fais partie et je veux en rester. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pour proposition, si un jour je suis candidat à une élection, Mhm. de ne gagner que le salaire médian.
en fait, et de reverser la totalité du reste de l'indemnité. D'être plus proche des citoyens, de ce qu'ils vivent bien au quotidien. Sûr. Quoi. Parce qu'en fait, il y a une vérité qu'on ne dit pas, qu'on n'entend pas souvent, c'est que faire de la politique, finalement, c'est être proche du peuple. Et pour être proche du peuple, ben, il faut vivre un peu comme lui. Si on vit complètement déconnecté avec des salaires 10 fois supérieurs au salaire médian, on ne peut pas être connecté aux gens. Donc il faut être proche du peuple, et ça veut dire aussi proche financièrement du peuple. Et autre chose de très important à mon avis, c'est que la politique, c'est le don de soi. C'est le don de sa personne, de son temps pour les autres. C'est pas le don, c'est pas la recherche de l'intérêt personnel. Et malheureusement... L'intérêt personnel, oui, à t'enrichir ou à avoir... À faire carrière. Ouais. Aujourd'hui, on a une classe politique qui, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, voit la politique comme une opportunité de carrière. Oui. Et c'est profondément malsain. Parce qu'arrivent au pouvoir des gens qui sont en fait malins, qui sont guidés par leur intérêt personnel et qui sont prêts à toutes les compromissions, à tous les sales coups, si je puis dire, pour arriver à leur fin. Oui, surtout que ces 15 dernières années, on a commencé à bien sentir cet élan de comment on pourrait te dire familièrement, retourner sa veste, quoi. Retourner sa veste, on l'a vu avec les socialistes qui ont rejoint le camp de Macron, alors que Macron c'est tout sauf du socialisme, c'est tout sauf de la gauche. Là on voit des retournements de veste improbables. Alors déjà en 2017, je pense que le pire des retournements de veste ça a été celui de Robert Hue qui a appelé à voter pour Macron. Robert Hue, un communiste. Alors là je me dis que vraiment, soit ils sont devenus séniles, ou soit ils sont gâteux, ou soit ils font en fait des choix d'opportunité. C'est peut-être des intérêts occultes qu'on ne connaît pas. Et là très récemment, la semaine dernière, Jean-Pierre Chevènement, une icône de la gauche française, qui notamment s'était battu contre le référendum de 2005 pour le traité constitutionnel européen. Ça, c'est vraiment une trahison idéologique profonde, parce que la Macronie, c'est tout sauf la défense des intérêts français. C'est vraiment accepter que la France devienne une province européenne sous domination atlantiste. Super. Donc ta présentation extraordinaire. Merci à toi. Donc on voit que tu es vraiment cultivé, engagé, tu connais un petit peu le sujet, quoi. Donc le but de ce live, revenons-en au point, c'est ce fameux conflit entre l'Ukraine, la Russie et les conséquences pour la France et l'Europe. Donc la Russie a déclaré la guerre avec l'Ukraine le 24 février 2022. Ton ressenti, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu les infos, quand tu as dû lire le Sud-Ouest ou à la radio, que la Russie attaquait l'Ukraine? Ma première réaction, je pense que c'est une réaction qui a été partagée par beaucoup de Français à tous les niveaux de la société, c'est une réaction de stupéfaction. Une réaction de surprise, parce que personne ne s'attendait à ça. Même le président de l'Ukraine, M. Zelensky, avait annoncé quelques jours plus tôt qu'il considérait que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine. On avait aussi Emmanuel Macron qui était allé voir en fanfare, en essayant d'adopter l'habit du général de Gaulle, de négocier avec Poutine pour éviter une invasion. On se reconnaît tous cette fameuse scène de cette table gigantesque. Il a été reçu jamais, au grand jamais, dans l'histoire de la France et dans l'histoire de la Ve République, un président français a été reçu dans des conditions pareilles. Il n'y avait même pas de délégation russe à la sortie de l'avion. Ensuite, il a été reçu sans aucun honneur au Kremlin. Et puis, c'était un paria pour Poutine. Poutine l'a humilié. Poutine a pris sa revanche de cette humiliation qu'inflige l'Occident à la Russie depuis la chute du mur. Et donc, Poutine prend une forme de revanche morale et intellectuelle sur les élites occidentales, et il l'a fait bien comprendre à M. Macron. M. Macron, d'ailleurs, qui, il faut le rappeler, est revenu de ce voyage au Kremlin en disant « c'est bon, j'ai réglé le problème ». Et 3 jours plus tard, enfin, plus ou moins en disant... Penses-tu qu'il s'est trompé ou qu'il voulait, on va dire, peut-être cacher une vérité? Alors, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il s'est trompé et qu'il a été trompé. Je pense que... Tu crois qu'il a cru Poutine?
Je pense qu'il a cru Poutine. Ouais. Et je pense que il a surtout pas compris quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, en réalité, la France aujourd'hui est encartée dans l'OTAN. L'OTAN est le bras armé des Américains. Et donc, M. Macron s'est présenté face au Kremlin, face à M. Poutine, en tant qu'un peu une forme de conciliateur, à la De Gaulle, un peu une troisième voie. Hein. Sauf qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti. Ouais. La France est engagée dans la voie atlantiste, dans la défense des intérêts américains. Et donc Poutine avait besoin d'avoir en face de lui un vrai négociateur. Et pour cela, il fallait quelqu'un qui soit neutre. Or, la France n'est plus neutre. La France est engagée dans la ligne atlantiste, dans la ligne de l'OTAN. L'OTAN, qui, rappelons-le, est une alliance militaire au service des intérêts américains, au service des intérêts géostratégiques américains. Ok. Bon. Donc, effectivement, on va un petit peu rappeler pour les personnes qui, je ne dirais pas qui ont du mal, mais qui ont un petit peu décroché sur ce conflit, qu'il faut le rappeler, date pas que de maintenant, pas que de 2014, de beaucoup plus loin. Exactement. Beaucoup plus loin, ce fameux conflit en Crimée, qui... est-ce que pour toi c'est un voile, la Crimée, ou c'est vraiment une réelle envie de Vladimir Poutine de récupérer l'Ukraine par la Crimée, petit bout par petit bout, on va dire? Je pense que rappelons-le quand même, ouais. Vladimir Poutine, 22 ans de règne. 22 ans de règne, bien sûr. Voilà. Donc, alors évidemment, on n'a pas dit en introduction, enfin, je ne l'ai pas précisé dans mes propos, mais je pense qu'on en parlera. Je dénonce absolument l'attitude inadmissible de M. Poutine dans cette situation. Oui. C'est totalement inconcevable qu'au XXIe siècle, un État aussi puissant que la Russie se permette d'envahir son voisin. Mais une fois qu'on a dit ça... Qui, rappelons-le quand même, pour les accords de Minsk 2, ça devait être un pays neutre, un pays de frontière, on va dire, entre la Russie et l'Europe, l'OTAN. Exactement. Précisons quand même. Exactement. Alors, c'est intéressant, parce que l'origine du terme, du mot Ukraine, ça veut dire frontière. Ça veut dire frontière. Et en fait, je pense que pour comprendre vraiment la situation, il faut se plonger dans l'histoire. Il faut rappeler que l'Ukraine, en fait, est un pays finalement récent. Oui. Mais elle a une histoire profonde et ancienne. Je m'explique. Les Vikings sont arrivés en 750 après Jésus-Christ et ont créé justement ce territoire, la Russe de Kiev, qu'on appelait la Russe de Kiev, en 750. Et à la base, c'était un territoire très peu étendu, qui ne bordait pas la mer Noire et qui était essentiellement à cheval sur le Dniepr, entre la Pologne et la Russie. La Russe de Kiev, en 750, elle est devenue, au milieu du Moyen-Âge, autour des années 1100, une des plus grandes puissances européennes. Exactement. Avec... à l'époque Alexis Ier, qui était l'empereur de l'époque, et qui et déjà donc on va comprendre petit à petit au milieu du Moyen Âge, autour des années 1600, en 1654 exactement, en 1654, nous avons déjà ce conflit qui s'opère sur le territoire ukrainien, qui à l'époque ne s'appelait pas l'Ukraine. À l'époque, l'Ukraine, c'était en fait une partie de la République des deux nations, c'est-à-dire l'empire de la Pologne et de la Lituanie. Et déjà à l'époque, en fait, il y avait donc cette scission entre les russophones et les personnes qui parlaient davantage, qui étaient davantage tournées vers l'ouest. Et donc, ce conflit qu'on retrouve aujourd'hui, il a déjà finalement des racines profondes qui datent du Moyen-Âge. À l'époque déjà, il y a eu cette guerre entre ces populations de l'Est et de l'Ouest, parce qu'il y a une culture différente, parce qu'il y a des attachements différents. Et donc, on retrouve plus tard ce conflit, là au XXIe siècle, mais au XXe siècle également. Alors, pour revenir sur l'histoire de l'Ukraine, elle a été fondée
Elle a été déjà envahie par l'Empire russe au cours du XVIIIe siècle. Oui. Et ensuite, au XXe siècle, c'est vraiment à la révolution bolchevique, hein, en 1917, révolution bolchevique, où l'Ukraine a obtenu quelque part son indépendance. C'est en 1920 précisément, sous Lénine, que l'Ukraine a été créée. On a la problématique de la Crimée, qui date finalement de 1954. C'est en 1954 que Gorbatchev pour le dire avec la prononciation russe, Gorbatchev en 1954 va décider de rendre le territoire de la Crimée à l'Ukraine. Oui. Mais bon, à l'époque, ça n'a pas trop de conséquences, puisque l'Ukraine n'est qu'un territoire, n'est qu'une république, une colonie russe finalement, c'est une république socialiste soviétique. Oui. Mais c'est complètement dirigé par... Indépendant, quoi. Oui, voilà, c'est complètement dépendant du Kremlin, donc il n'y a pas trop d'implication. Alors pourquoi Gorbatchev a fait ça? Alors, il y a plusieurs explications historiques. Moi, celle qui me paraît la plus semblable, c'est que Gorbatchev a voulu, en fait, pour le tricentenaire de cette fameuse guerre de 1654, le traité de Praïslava, ouais. Il a voulu, en 1954, 300 ans plus tard, le tricentenaire, donner cette Crimée aux Ukrainiens. Ouais. Et puis, donc c'est pour ça, déjà la Crimée... Déjà la Crimée, il y a eu le traité de Paris en 1856 qui a fait un gros problème, qui a déjà divisé, on va dire, dans ce monde moderne, ce fameux traité de Paris, quoi. Alors le traité de Paris, je ne maîtrise pas cet aspect-là, mais ce qu'on peut dire en étudiant l'histoire de l'Ukraine... ça a provoqué l'expansionnisme de la Russie. Ouais. Tu vois, la crainte d'un effondrement de l'Empire ottoman. Là, ça commençait déjà ce conflit, il s'est déroulé en Crimée, avec la base navale de Sébastopol. Ok, on est d'accord. Et la Russie a une défaite avec la Crimée en 1856 via ce décret. Donc déjà, ça... Effectivement, ce bout de terre pose problème depuis très longtemps, des siècles. Mais pourquoi il pose problème? Et c'est problématique, et encore de nos jours. Donc, est-ce que c'est une excuse, c'est un voile, comme je t'ai dit c'est un territoire... pour que, on va dire que la Russie, pas Vladimir Poutine, mais la Russie récupère quelque chose qui lui appartenait. Alors, on va dire, parce qu'au final, bon, c'est un coup à la Russie, un coup autonome, un coup... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, il y a un vrai enjeu sur ce territoire. Ouais. Ce territoire, il est très important pour les Russes parce que, comme tu l'as dit, il y a le port de Sébastopol. Le port de Sébastopol, c'est finalement le port où la marine russe peut se déployer dans l'Occident assez rapidement. C'est le seul port d'eau chaude de la Russie qui donne accès à la Méditerranée, à la mer Noire évidemment, et au reste du monde, par les mers. Donc c'est un territoire très important pour la stratégie et pour la défense des intérêts russes. Et autre chose, c'est un territoire qui est essentiellement composé de russophones et de russophiles. C'est pour ça qu'en Crimée, finalement, quand ils ont fait le référendum, 95% des gens ont voté pour le rattachement de la Crimée à la Russie, parce que les Criméens se sentent foncièrement russes. Oui. Pour toi, est-ce que l'Ukraine fait partie de la Russie où ils ont le droit à avoir leur indépendance dans ce monde qui se mondialise de plus en plus, qui s'individualise de plus en plus, mine de rien, car ils veulent essayer de nous faire comprendre qu'ils parlent d'une voix, mais on a du mal à les croire un peu quand même. L'Ukraine... Moi, je défends vraiment l'intangibilité des frontières. L'Ukraine est un pays, est une nation qui a le droit à sa souveraineté. Et donc, rien ne justifie qu'on envahisse l'Ukraine. Rien ne justifie. Moralement, rien ne justifie. Mais on peut essayer de l'expliquer. Et l'explication qui est donnée par le régime russe actuellement, par M. Poutine, il est lié à différentes choses, différents intérêts. On est là dans une question géopolitique majeure d'intérêt entre grandes puissances. L'intérêt russe, c'est évidemment de conserver l'Ukraine comme un territoire neutre, une frontière, comme son nom l'indique. L'Ukraine, c'est une frontière
entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Et le Kremlin veut à tout prix éviter que l'Ukraine devienne un territoire sous influence atlantiste, américaine. Parce que l'enjeu est là, véritablement. Et derrière, on a des enjeux d'hydrocarbures, de contrôle du port de Sébastopol. Mais car il faut savoir quand même que dans cette région, on va dire, pas du monde, mais dans cette région-là, plus précisément, il y a beaucoup de ressources en gaz et en pétrole, énormément. Qui sont encore certaines pas exploitées. La Russie d'ailleurs, pas très loin de son territoire, a des ressources énormes en pétrole dans ce coin-là. Est-ce que tu penserais qu'il aimerait récupérer justement ces ressources? L'Ukraine est dans le top 5 quand même. Fait partie du top 5. Sur beaucoup de matières premières, beaucoup de matières premières, oui. Du minerai, l'agriculture, les hydrocarbures, le gaz. D'ailleurs, on rebondit un petit peu sur la centrale nucléaire où ils ont fait la prise ce matin, très tôt, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. C'est aussi une ressource, mine de rien, car il faut des minerais pour pouvoir faire du nucléaire. Penses-tu que c'est lié tout ça? Est-ce que c'est une question d'intérêt, une question de réunification des pays, des peuples? Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer l'intervention de la Russie. Il y a des intérêts effectivement liés aux hydrocarbures. Il y a des intérêts... Mais finalement, les hydrocarbures et le conflit culturel entre les populations de l'Est, du Donbass et de la Crimée, et les populations ukrainiennes de l'Ouest, on l'a dit, il est historique. Mais derrière se cache finalement un intérêt géostratégique qui traduit la confrontation qu'on va retrouver, l'ancienne confrontation entre finalement l'Occident et la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine, finalement, c'est l'illustration d'un changement géopolitique majeur, d'un changement d'équilibre géopolitique majeur entre les grandes puissances. Nous avons depuis la chute du mur de Berlin l'expansionnisme américain, l'impérialisme américain et un monde presque unipolaire. C'est ça qu'on a vécu depuis 1991, après la chute du mur de Berlin. C'est la fin de cet équilibre des puissances, de cette bipolarité. C'est la fin de cette bipolarité pour la grande puissance américaine. Mais justement, tu vois, on va prendre une première question sur le fil d'actu. Ne croyez-vous pas, donc de Christelle Moscato, ne croyez-vous pas qu'il y a deux blocs puissants qui sont la Russie associée à l'Asie et l'Amérique associée à l'Europe? Je rebondis sur ce que tu viens de me dire un instant. Alors, la question est intéressante parce que déjà, dans cette question, on peut identifier le fait que l'Europe est finalement une forme de colonie américaine. Ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris la domination de l'Europe de l'Ouest par différents moyens. Le plan Marshall, qui a permis de financer la reconstruction des pays d'Europe de l'Ouest, ça leur a donné énormément de force politique en Europe de l'Ouest, le soft power, le développement du American Way of Life en Europe, et la création d'élites politiques qui sont bercées à l'idéologie américaine. Donc aujourd'hui, on a une Europe qui est en fait finalement un représentant des intérêts américains. Et la puissance, je te reprends sur un live que tu avais fait, sur le live du bon sens, ta page, où la puissance du dollar, tu disais, dans le marché. Alors, la puissance du dollar, c'est ce qui fait la force des États-Unis. Sachant que on met le prix du baril au dollar. Déjà, les ventes d'hydrocarbures se font essentiellement en dollars. Les exportations, les importations se font essentiellement en dollars. N'importe quelle bourse économique du monde, ça sera le dollar. Exactement. Mais je voulais revenir juste sur un point, sur la question posée par Christelle. Il faut, pour comprendre la situation géopolitique actuelle, il faut connaître les théories géopolitiques en cours. Nous avons notamment la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Et cette théorie-là, qui est adoptée par les États-Unis, elle consiste à construire un monde
d'opposition entre des blocs. Entre un bloc euro-atlantiste, un bloc asiatique et un bloc africain. Donc on va dire, on coupe la planète en trois. Et puis voilà. Et on essaye de, comme ça, enchevêtrer les intérêts. Sauf que la vision de la France, c'est une vision universaliste du monde. La voie gaullienne de la France, c'est de se positionner en dehors de ces blocs-là. D'ailleurs, tous les représentants politiques qui se revendiquent de De Gaulle et qui sont aujourd'hui des atlantistes pur jus trahissent la pensée de De Gaulle. La pensée de De Gaulle et ce qui a fait la force de la France au XXe siècle, c'est justement de se positionner en dehors de ces blocs et d'être une troisième voie, d'être non aligné. C'est ça la véritable force de la France. C'est l'indépendance de la France et sa défense erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous, qui nous permet justement de peser dans le débat diplomatique et géopolitique. Et donc, effectivement, les Américains ont tout intérêt à nous entraîner avec eux dans ce conflit entre un Occident dominé par Washington et un bloc oriental, sino-oriental, avec la Russie et la Chine. Il faut absolument sortir de ce piège, car c'est un piège tendu par les Américains pour satisfaire leurs intérêts. Et la France a tout intérêt justement à faire comme faisait le général de Gaulle, à parler aussi bien aux Chinois qu'aux Américains. Ouais. Oui, de ne pas faire de distinction entre les deux parties, on va dire. Exactement. Et sur les théories géopolitiques, ce que les gens, il faut que les gens soient au courant, notamment des écrits de Zbigniew Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier. Il expose notamment, dans son livre Le Grand Échiquier, donc Zbigniew Brzezinski, c'était le conseiller de Carter, conseiller géopolitique, sa pensée et ses écrits ont irrigué complètement la géopolitique américaine. Et dans ses écrits, il expose très clairement que la Russie, pour mettre un terme à la puissance russe, il faut que les Américains réussissent à prendre l'Ukraine. C'est exactement ce qu'il dit. L'Ukraine revient sur le sujet. Exactement. Mais tout est lié, finalement. Et tout l'intérêt donc, des Américains, c'est de récupérer, d'arracher l'Ukraine à la sphère d'influence, au glacis géopolitique russophone, pour justement mettre un terme à l'éventuelle grande puissance qui pourrait renaître de ses cendres. Parce que l'empire des Tsars, qui est devenu l'URSS, puis la Fédération de Russie, c'est un empire depuis des centaines d'années. C'est le territoire le plus vaste du monde, le pays le plus grand du monde, 144 millions d'habitants, et ils ont... L'un des plus puissants... En termes de géopolitique, en tout cas en termes de puissance militaire et économique, ils sont très très importants. Ils ont une marge à eux tout seuls, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment être conscient de tout ça pour comprendre l'enjeu actuellement sur le territoire ukrainien. C'est pas juste une guerre entre des Ukrainiens et M. Poutine. C'est pas une guerre de bombardement, il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a des intérêts. En fait, pour comprendre la situation, il faut comprendre le monde. Et le monde, il ne fonctionne que par intérêt. Voilà. C'est une question d'intérêt entre grandes puissances. Et c'est une forme de guerre par proxy, comme ce qui se faisait en fait pendant la guerre froide. Les Américains finançaient des guerres contre des belligérants qui étaient eux aussi financés par des Russes, et les guerres se faisaient par peuples interposés. C'est ça le grand risque, c'est qu'en fait ceux qui vont payer le prix du sang, ce sont les Ukrainiens notamment. On le voit là, on le ressent là en ce moment, qui, oui, effectivement, ils se font fournir des armes de part et d'autre, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Alors que ce soit à se défendre ou à se sortir de cette situation? La situation est... Sachant que, attention, mettons dans le contexte que c'est pour ce conflit d'ampleur qui a débuté là, attention, avec l'acte de la Russie, je précise quand même. Bien sûr, c'est la Russie qui a décidé d'employer la force je précise quand même, militaire. Voilà, c'est inadmissible, ça il faut le dire, il faut le répéter, et il faut résister et condamner fermement. Qu'on soit pour ou contre la Russie, qu'on soit pro-russe ou pro-ukrainien, l'acte, on va dire, le plus fort, ce sont les Russes qui ont... Bien sûr. Et je pense qu'un des pièges dans lesquels il faut éviter que les gens tombent, c'est d'avoir une vision manichéenne des choses. C'est-à-dire une vision blanc ou noir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la nuance qui nous permettra de comprendre la situation. Nous avons
on l'a expliqué, différents intérêts en jeu. Et donc, il n'y a pas les méchants Russes contre les gentils Américains et les gentils Européens. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le piège dans lequel on voudrait nous faire tomber dans les grands médias, notamment, qui est un peu une forme de paresse intellectuelle, hein, il faut le dire, c'est de penser que c'est un conflit blanc-noir. Eh bien non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la nuance de gris qui nous permet de comprendre la situation. Alors, voilà, j'appelle vos spectateurs à ne pas tomber dans ce piège de dire t'es quoi? T'es pro-ukrainien ou pro-russe? Non, c'est plus compliqué que ça. Et puis la voix de la France, elle doit être non alignée, ni pro-américaine, ni pro-russe. C'est comme ça qu'on peut faire de la diplomatie. Qu'a pris quelle voie la France là, le gouvernement, les gouvernants français, tu penses qu'ils prennent quoi comme... Je pense que tout le monde est conscient, malheureusement, qu'on a une élite politique aujourd'hui à la tête du gouvernement qui est complètement assujettie aux intérêts américains et qui prend une position atlantiste, une position guerrière même. On a vu les déclarations du ministre des Finances Bruno Le Maire qui a dit hier on va réduire l'économie de la Russie à l'âge de pierre, on va faire la guerre à la Russie. Est-ce que tu as vu M. Le Drian? Pour rebondir aussi, M. Le Drian ce matin, est-ce que tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu, mais M. Le Drian a rappelé la force de dissuasion nucléaire de l'OTAN pour répondre à la menace qu'a évoquée M. Poutine de la force nucléaire, la force de dissuasion nucléaire. Ça, c'était il y a 3 jours, effectivement. Et donc aujourd'hui, voilà, pour t'informer, suite à la prise de cette centrale nucléaire, M. Le Drian est parti à l'OTAN pour faire un conseil en urgence. Voilà, on le sentait très ferme et très alarmiste, mine de rien. La situation est très compliquée et malheureusement, la position de M. Poutine est quasi inextricable. Il ne peut pas reculer et il veut négocier, mais en ayant un pistolet sur la tempe des Ukrainiens. Tu crois qu'il veut vraiment négocier? Alors il veut négocier, c'est-à-dire il veut installer un gouvernement, à la botte du Kremlin. Il veut éliminer les élites politiques atlantistes qui ont pris le pouvoir en Ukraine. Hein. C'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Monsieur Zelensky est un atlantiste. Il est pro-américain et il est quelque part un peu nationaliste. Hein. Il est pro-américain et il veut rentrer en confrontation avec la Russie. C'est pour ça que les accords de Minsk de 2015, à laquelle les Russes n'étaient pas partie prenante, ils étaient observateurs. Les Ukrainiens, dans ces accords de Minsk, se sont engagés à ne pas faire la guerre dans le Donbass, à respecter les populations russophones du Donbass, et ils n'ont pas respecté leur accord. Mmh. Parce qu'en fait, M. Zelensky suit la politique atlantiste qui consiste en réalité à faire tomber l'Ukraine sous la coupe des Américains. Donc tu me parles du Donbass. Donbass, Crimée, c'est en lien. Donc Vladimir Poutine les a autoproclamés. Alors elles se sont autoproclamées par elles-mêmes, mais avec le soutien des Russes, donc au final voilà. on pourrait le dire comme ça. Il a dit justement avant de lancer cet assaut que voilà, il reconnaissait, mais c'était déjà fait, effectivement. Les accords de Minsk, est-ce qu'il les a mis à mal? Est-ce que c'est Vladimir Poutine qui les a mis à mal ou si Zelensky, justement? Les accords de Minsk prévoyaient que... Car les deux, voilà, pour rappeler, les deux ne sont pas blancs. Quoi. Ah non, il n'y a jamais de tout blanc, tout noir. C'est jamais ça. C'est-à-dire, penser le monde et croire que le monde est fait de conflits où il y a un gentil et un méchant, c'est-à-dire, c'est enfantin, c'est irénique de penser ça. C'est absurde. Okay. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des intérêts de part et d'autre. Et on a effectivement un autocrate violent, prêt à employer la force militaire. On sent dans la propagande d'ailleurs. Hein. Avec des deux côtés. On a une Pravda occidentale, voilà, je trouve le terme particulièrement adapté, une propagande occidentale qui consiste à nous faire passer les Américains et les Européens pour des gentils, à nous faire passer M. Zelensky pour un héros digne d'une énorme bravoure. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça. Monsieur Zelensky est un homme qui a été élu et mis au pouvoir par les Américains, par l'influence de la CIA sur le sol ukrainien. Monsieur Zelensky, d'ailleurs rappelons-le quand même, hein, est un homme qui était encore, il n'y a pas si longtemps, un comédien,
un troubadour hein, qui faisait du piano avec son sexe à la télévision. Oui. C'est un homme qui a des liens avérés avec la pègre. C'est un homme qui d'ailleurs en plus a caché 41 millions d'euros dans des paradis fiscaux. Il est dans la liste des Pandora Papers suite à une fraîchement exactement un détournement de fonds d'une société de production audiovisuelle. Donc il n'est pas tout blanc non plus. Voilà, ça c'est évident. Et Poutine, alors là, n'en parlons pas. C'est un homme qui détruit toute l'opposition en Russie, qui enferme les opposants, qui les tue, qui va envoyer des services secrets pour tuer les opposants à l'étranger. D'ailleurs, sa dernière donc interdiction et punition, sanction, toute personne qui évoquera la guerre postera sur les réseaux en Russie la guerre, quel que soit sur la guerre, prendra 15 ans de prison. Oui, donc on voit bien qu'on est face à un dictateur qui est prêt à tout pour satisfaire... Ça a été dit ce matin. Bien sûr, mais Poutine, foncièrement, est un personnage extrêmement dangereux sur la scène internationale. Et pour son pays, pour les Russes. Parce qu'il ne faut pas confondre M. Poutine et les Russes. Voilà. Est-ce que les Russes, donc le peuple russe, le citoyen russe, on ne dira pas la généralité, mais le citoyen russe est au courant, suit Poutine? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, le citoyen russe a des difficultés à être réellement informé. Mais j'ai envie de vous dire, comme en Europe, comme en Occident. On a une Pravda aujourd'hui, que ce soit en Russie ou en Occident, qui consiste à contrôler l'information pour former l'opinion publique, pour faire adhérer les gens à des discours de guerre ou à n'importe quel type de discours. Et donc la réalité et la vérité quelque part, hein, comme disait Jaurès, le courage c'est de chercher la vérité et de la dire. Eh bien aujourd'hui c'est très difficile de chercher la vérité et de la dire, parce que nous avons des médias à la botte des oligarques russes, du Kremlin, et de l'autre côté, on a des médias à la botte des oligarques occidentaux. On les appelle les milliardaires. Mais par exemple, en France, c'est un secret de polichinelle que de dire que 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires qui ont des intérêts. Et ils n'achètent pas la presse par philanthropie. Ils achètent la presse pour contrôler l'opinion publique, pour former les opinions, former les esprits et faire adhérer les gens, par exemple, à faire adhérer les gens au discours de M. Macron et à faire élire M. Macron qui, on l'a vu, faire une propagande, est un imposteur. Bien sûr, c'est de la propagande. Mais à l'inverse de la Russie, on n'a pas l'enfermement des opposants, on n'a pas 15 ans de prison si on va manifester dans la rue. C'est plus subtil. Nous, on est dans une propagande beaucoup plus subtile. Propagande d'ailleurs qui est, on peut le reconnaître, les mêmes techniques employées pendant la Seconde Guerre mondiale par le nazisme, qui s'inspirent des théories d'Edouard Bernays. Hein, propaganda, la fabrique du consentement, tout ça c'est... Tu penses qu'on prend le modèle allemand de la Seconde Guerre mondiale ou le modèle anglais de la propagande, qui n'était pas mal aussi La propagande, elle est très forte. Elle s'inspire, il faut lire Édouard Bernays. Il faut connaître Édouard Bernays, qui s'est lui-même inspiré d'un Français, Gustave Le Bon, sur la psychologie des foules. Il a écrit un essai là-dessus. Et Édouard Bernays, derrière, est devenu le maître à penser des relations publiques. C'est lui qui a notamment conseillé tous les gouvernements au XXe siècle pour les propagandes de guerre, les propagandes électorales, toute forme de propagande. Et il conseillait autant les gouvernements pour les propagandes de guerre ou les propagandes électorales que les grandes entreprises pour vendre des produits. Par exemple, la petite anecdote qui est assez rigolote, c'est que Édouard Bernays est celui qui a créé la propagande pour le bacon. Alors on n'en parle pas souvent, mais les Américains... Pour la cigarette, pour la cigarette, lui aussi, il était dans le coup. Qui d'ailleurs, c'était... alors j'ai suivi un petit peu ce sujet, petit aparté sur la propagande sur la cigarette. Extraordinaire. Magnifique. Utilisons les femmes pour faire adhérer au discours de la fumée. Totalement, tout le monde peut fumer, quoi. Ouais. Et ça a duré, en une semaine, tout le monde a adhéré. Une semaine, ça a été un record. Et d'ailleurs, Édouard Bernays a été très fort sur ce coup-là. Il a fait une étude pour savoir quelle était la couleur qui était ressentie comme la plus féminine. Ouais. C'était le vert, et à l'époque, le Lucky Strike, c'était pour Lucky Strike qu'il avait fait cette propagande. Il avait dit à Lucky Strike, faites vos paquets de cigarettes en vert, parce que les femmes, les gens perçoivent le vert comme plus féminin. Ouais. Et on a commencé à faire fumer les femmes. C'est des petites touches comme ça, c'est des petites choses. La propagande, c'est très subtil. Ils l'ont accessoirisé,
Ils ont accessoirisé la cigarette. Enfin, c'est devenu un objet de virilité pour les hommes voilà. et de féminité pour les femmes. On en a fait un objet comme ça. Un objet de tendance, ouais. Jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, à créer des laboratoires de scientifiques pour défendre la cigarette. Dis-moi peut-être pas la défendre, mais dire que c'était pas si dangereux. C'est pas si dangereux, ça faisait pas cette maladie-là, mais d'autres. Mais... Bien sûr, on disait aux femmes à l'époque, dans les années 70, que ça a amélioré le teint. Oui. Voilà. Or que quand on sait maintenant, c'est pas tout vrai. autre. C'est bien sûr que c'est pas vrai. Tout autre. Pour le bacon, juste je terminer, à l'époque, Édouard Bernays s'est servi des scientifiques pour faire la propagande pour le bacon. En fait, il a fait faire des études par des scientifiques, des études bidons, hein, pour dire que manger du bacon, c'était bon, ça donnait des protéines. Manger du bacon le matin au petit déjeuner. Et donc, ils ont commencé leur campagne publicitaire en mettant un scientifique, en mettant comme argument d'autorité la science. Ouais. Et donc, le fait d'utiliser la science comme argument d'autorité, c'est pas nouveau. D'ailleurs, l'expérience de Milgram le démontre parfaitement. L'expérience de Milgram qui a été réalisée pour comprendre comment une population peut adhérer au nazisme, elle utilise l'argument d'autorité. Donc tout ça, c'est de la propagande. Et c'est la gestion et du contrôle du mental des fous. C'est ça, exactement. C'est de la fabrique du consentement. C'est ce qu'on est en train de vivre un petit peu là. C'est totalement ce qu'on est en train de vivre. Totalement. Le Covid, pareil, mais on va pas aller se plonger dedans car c'est pas le sujet. C'est un autre sujet. Mais tout y est, quoi, tout y est. On le revoit à chaque fois. Et là, on le voit d'ailleurs sur la propagande. Moi, j'enseigne actuellement, j'enseigne en économie et en droit de l'audiovisuel. Et j'explique à mes élèves, notamment, sur la liberté d'information, le droit à l'information, etc. Et on s'aperçoit bien que la presse, et d'ailleurs Mediapart a rendu public là un reportage qui s'appelle Media Crash, mais avant eux, déjà, il y a eu Les Nouveaux Chiens de Garde en 2014, qui est la reprise d'ailleurs de ce livre que j'invite tout le monde à découvrir, Les Chiens de Garde de Paul Nizan. Alors je ne sais pas si on le voit bien, alors ce sera à l'envers, Les Chiens de Garde de Paul Nizan, qui permet d'expliquer à quoi servent, comment se fait la propagande. Et elle se fait notamment au travers des chiens de garde. Qui sont les chiens de garde? Les chiens de garde sont souvent des intellectuels, des journalistes, qui passent en boucle à la télé ou dans la presse pour en fait porter la voix du pouvoir et des puissants. Et pour décrédibiliser toutes les dissidences, tous les opposants, et pour en fait faire une forme d'argument d'autorité. On est des intellectuels. Alors, les exemples que tout le monde connaît, c'est BHL. Alors maintenant, on a les nouveaux, hein, on a Enthoven, Glucksmann, qui se font passer pour des philosophes qui pensent, et en réalité vendent la propagande de guerre. Des bien-pensants, mais... Voilà, et ils se servent de leur titre, et de leur place dans la société comme argument d'autorité pour faire avaler des couleuvres immenses aux populations, et nous dire qu'on va faire la guerre pour la paix. Mais George Orwell serait vivant aujourd'hui, mais il tomberait des nues. Il dirait, mais j'ai écrit ça il y a 70 ans. Je veux dire, on y est. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. La liberté, c'est l'esclavage. On est en plein dedans. C'est la novlangue. C'est un modèle de société. Ouais. Alors après, on en parlait avant en off. Alors, entre un régime autoritaire, où c'est le coup de bâton pour vous faire adhérer, et un régime de propagande subtile où on vous fait adhérer par contrôle mental, bon, j'ai envie de vous dire, c'est quand même mieux la deuxième solution. Mais l'idéal, ce serait quand même l'idéal, moi ce que je vise, et je me rattache dans mon action politique et dans mon milieu professionnel à cette phrase de Mandela que je trouve formidable. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si on veut changer le monde en bien, il faut que les gens soient éduqués, instruits et aient de l'esprit critique. C'est ça le plus important. Penser par eux-mêmes. Penser par nous-mêmes, exactement. Voilà, donc, comme tu disais en off, on disait que depuis ces 20 dernières années, voire un peu plus, nous a mis sur une voie de ne réfléchissez plus, faites ce qu'on vous dit, ne faites pas ce qu'on fait, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Beaucoup de paternalisme, on prend les gens pour des enfants. Voilà. On prend les citoyens pour des enfants. Et on a M. Macron qui, dans son discours avant-hier, alors, il a dit des choses qui... Certaines choses étaient justes. Hein, il faut faire preuve d'honnêteté. Mais dire « je vais vous protéger », il a dit dans son discours « je suis là pour vous protéger oui. », avec un air théâtral, mais plus personne n'y croit. Bon, quoi qu'il en soit, on est dans cette idée où on prend les citoyens de haut, on les prend pour des enfants, et on leur dit « vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je vais vous protéger ».
Voilà. Et ça, prendre les gens pour des enfants, c'est pas la meilleure manière de les éduquer. Les dupes comme ça marche plus, quoi. Ça marche de moins en moins, ça marche de moins en moins. D'ailleurs, vous êtes la preuve que ça marche de moins en moins. Parce que les médias indépendants et le travail que vous faites, et je vous en remercie, c'est ce qui permet justement d'élever le niveau de conscience et de savoir des populations. Parce que s'il n'y a pas des médias indépendants qui font le boulot comme vous le faites, mais qui le fait? Personne. Il ne faut pas compter sur BFM ou TF1. Ce sont des organes de propagande au service du pouvoir. C'est ça qu'il faut dire. Alors on parle de la propagande russe à la suite de la censure de RT et de Sputnik en Europe. D'ailleurs, on pourra y revenir là-dessus. J'ai envie de vous dire... J'ai encore 2-3 questions encore. Bien sûr, mais la propagande occidentale, la propagande des milliardaires qui veulent nous faire adhérer au discours néolibéral, où en fait on ne deviendrait que des gueux au service du capital, ça, c'est une infamie. Et cette propagande-là, elle est portée par les organes de presse aux mains des milliardaires et aux mains du pouvoir. Donc les fameux médias mainstream. En grande partie. Alors, il faut faire preuve aussi de nuances, parce que parfois, vous avez des médias, par exemple, comme Arte, qui proposent des documentaires très intéressants. Notamment, il y en avait un sur l'OMS qui est paru en 2017, qui a rencontré un vif succès pendant la période du Covid, parce que les gens se sont intéressés du coup à l'OMS. Donc il y a des médias mainstream qui font encore, dans certains cas, un vrai travail journalistique. Mais c'est de plus en plus dur. Oui, mais Arte, plus précisément, est-ce qu'ils ne sont pas cachés, justement, écrasés par les autres organes de presse, médias, chaînes télé En termes d'audience, effectivement, ils ont des reportages très intéressants, très recherchés, très travaillés, voire même des fois avec des risques pour tourner. Est-ce qu'ils ne sont pas écrasés, justement? Ils sont écrasés par le phénomène de l'audience. C'est-à-dire que on apprend en économie de l'audiovisuel notamment que les médias fonctionnent sur le principe de l'audience. C'est-à-dire que le but d'un média, c'est de faire le plus d'audience possible. C'est ce qui fait son modèle de l'audimat. Ouais. Et c'est ce qui fait en fait le modèle économique des médias en Occident, et d'ailleurs ailleurs dans le monde. Le modèle économique, il est basé sur l'audience. Mais le problème, c'est que si on base ça uniquement sur l'audience, malheureusement, ça fait plus d'audience la rubrique chien écrasé que la rubrique géopolitique. Et donc, l'audience nuit à la qualité de l'information. La recherche d'audience à tout prix nuit à la qualité de l'information. Donc, les médias qui veulent survivre, ils essayent de faire de l'audience. Du sans sas, et ça les pousse à traiter les sujets de manière superficielle ou dogmatique, avec blanc-noir, rouge-bleu, pro-vax, anti-vax, pro-Poutine, pro-américain. Enfin, c'est pas comme ça qu'on... Donc, comme on disait, enfantin. Enfantin, exactement. Clairement, quoi. C'est faire de l'information enfantin, réfléchissez plus, c'est soit tu penses noir, soit tu penses blanc, quoi. C'est ça. Et si tu dis pas noir, ça veut dire que tu es blanc, et si tu dis pas blanc, ça veut dire que tu es noir. Ouais. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ouais. C'est ça qu'il faut rappeler à l'esprit des gens, et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que le monde, on ne peut le comprendre que par la nuance. Et ne jamais adopter une position dogmatique. D'ailleurs, c'est l'esprit français. Je veux dire, ce qui a fait la grandeur de la France, pourquoi la France était la première puissance mondiale au XVIIe siècle? Pourquoi? Parce qu'on avait notamment une élite culturelle avec Descartes, l'esprit cartésien, l'esprit de la raison sur le dogme. C'est ça aussi la grandeur de la pensée française. C'était déjà évoqué par Galilée. Galilée qui s'est opposé au dogme de l'Église par la science. Hein? Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est la raison qui nous permet de chasser le dogme, parce que le dogme, c'est la pire chose pour comprendre le monde. Et c'est quelque chose qui nous enferme dans des réactions pavloviennes et une vision qui est profondément malsaine. Voilà. Il faut vraiment revenir à la raison cartésienne, la pensée française. Et ça, malheureusement, aujourd'hui... La pensée unique, voilà, la pensée unique. C'est ça, malheureusement, on a cette tendance, donc la recherche de l'audimat à tout prix, qui nuit à la qualité de l'information et qui pousse au dogmatisme. Et ça, c'est très dangereux, parce que la fin du dogmatisme, c'est la dictature. J'allais en venir. Voilà. C'est exactement ça, quoi. Là, on est rentré dans une nouvelle ère. Penses-tu qu'on n'y est pas loin? On est rentré dans une nouvelle ère. Vraiment. C'est ce qu'ils sont en train de nous expliquer, là, en ce moment, avec ce fameux conflit, Ukraine-Russie, un changement d'air. Un changement de société.
ils essaient de nous faire comprendre cela, quoi. Exactement. D'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup marqué là, la semaine dernière, enfin cette semaine, c'est la décision d'Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, et qui a annoncé tout de go que les médias RT, France et Sputnik seraient interdits de diffusion dans toute l'Europe. Donc tout de suite, YouTube, Google, enfin, les GAFAM, qui sont des entreprises américaines, ont tout de suite supprimé, bloqué tous les comptes, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Ils les ont fermés. Ils les ont fermés illico, alors qu'il n'y a aucune décision juridique. C'est-à-dire qu'on ne retrouve même plus aucune source, aucune vidéo antérieure, plus rien. Sur le site sur leur site internet. Voilà. Et encore, il n'y a pas toutes les archives. Sur les réseaux sociaux familiers. Plus rien. Et ce qui est grave dans ça, pourquoi c'est un signe de dictature, et là de dictature à l'échelle européenne, c'est parce que, en fait, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle n'a pas le pouvoir de faire ça. Les statuts de l'Europe, les traités européens ne donnent pas le pouvoir à la présidente de la Commission européenne de décider de ça. Elle n'est pas élue, cette personne-là. Elle n'est pas élue, il faut le dire. C'est une personne qui est nommée comme ça, qui arrive, mais qui n'est pas élue par personne, qui n'a aucune légitimité politique. Et pourtant, c'est cette personne qui va dire à 27 pays et à 400 millions d'habitants, vous n'avez plus le droit d'avoir accès à ces informations-là. Mais qu'est-ce qui est important dans la démocratie? C'est le pluralisme. La presse est attaquée littéralement. C'est un effondrement de la liberté de la presse. Un effondrement de la liberté de la presse. Parce que pour le coup, on a droit à une seule voix, et puis la voix d'opposition, enfin... On ne pourra plus entendre, en tout cas, les médias russes. Est-ce que tu penses qu'en faisant ça renforce les pensées on va dire, des pensées qui pourraient être malsaines sur des pro-russes ou des personnes qui n'arrivent pas à comprendre encore ce conflit? Bien sûr, ça va attiser. En fait, au lieu de justement permettre aux gens de mieux comprendre les choses, ça va attiser et créer davantage à la fois de suspicion vis-à-vis des médias occidentaux et à la fois peut-être de renchérissement de la haine. Parce que là, on voit qu'il y a une forme de chasse aux sorcières qui s'organise et que malheureusement, il y a des petits gamins dans les écoles, parce qu'ils ont un nom d'origine russe ou parce qu'ils ont un parent d'origine russe, on va les mettre au banc de la société. Et là, on voit des artistes d'origine russe, etc., qui sont mis au banc de la société. Donc cette vision propagandiste, cette vision unilatérale de la presse, elle est extrêmement dangereuse. La liberté de la presse, c'est un des socles de la démocratie, c'est le quatrième pouvoir. En fait, dans la théorie de la séparation des pouvoirs, merci Montesquieu, qui a un bordelais, donc on peut lui rendre hommage, qui a théorisé la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. À son époque, il n'y avait pas encore le pouvoir médiatique. Mais c'est un pouvoir même qui est plus fort quasiment que les trois autres. Parce qu'avec le pouvoir médiatique, vous pouvez faire élire n'importe qui, vous pouvez faire adhérer les gens à un discours, vous pouvez contrôler les populations, et donc le pouvoir médiatique est essentiel. Et c'est pour ça que les milliardaires achètent tout le pouvoir médiatique. Pour mettre en place leur petit poulain. Exactement. On va dire ça comme ça. Exactement. Bon, on va revenir un petit peu sur le sujet... Est-ce que je peux m'absenter 30 secondes pour aller aux toilettes? Bien sûr. Ouais. Je t'en prie, vas-y. On va faire une petite pause tous. Voilà, ça va être pas mal. Donc merci de nous suivre. On a News 33 en direct de chez Xavier. Voilà, j'espère que cet entretien vous plaît, qu'on n'est pas trop ennuyant. C'est un sujet très intéressant. On va revenir sur quelques questions plus poussées pour Xavier. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est un conflit qui passionne et qui est très compliqué à comprendre et, pour l'avenir de la France, de l'Europe, du monde. Beaucoup de choses se pressent. Ne quittez pas, on est toujours là, Xavier va arriver. Excusez-moi, je suis de retour. Et voilà, Xavier qui revient.
Donc bon, c'est normal, une petite pause s'impose. Hein. Après presque une heure d'interview. Déjà une heure, c'est super génial. Ça passe vite, je m'en rends pas compte. Effectivement, il y a un moment où bon, on a des vies de famille, hein, voilà, et on est indépendants, on est tous indépendants dans cette histoire, mais mine de rien concernés quand même. Car on est des citoyens français, européens et des humains de ce monde. Donc on va revenir, si vous êtes d'accord, on va revenir sur le sujet. Donc je vais essayer de te trouver une petite question assez sympathique. Avec plaisir. Donc on va faire honneur aux abonnés. Alors, Romain Lebrun, Poutine peut-il aller plus loin? Et je vais rebondir avec une question à moi par-dessus, qui est en lien. Si les Russes envahissent l'Ukraine, risque-t-on une guerre mondiale? Je te lis les deux. Je t'ai lié les deux questions. Je pense que la réponse est très difficile à apporter. Je pense que... Pour le moment, c'est vrai que c'est assez frais. Le conflit a à peine une semaine passée. Il y a deux opinions. En fait, si on veut raisonner, il y a deux opinions. Il y a des gens qui vous disent « Non, ça n'ira pas plus loin, il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire, il ne peut pas y avoir de troisième guerre mondiale, parce que la troisième guerre mondiale entraînerait une guerre nucléaire entre grandes puissances, et donc la vitrification totale de la planète, et donc... la vie humaine serait totalement... une forme de fin de l'humanité. Ouais. Vous savez ce que disait Einstein? Il disait « Je ne sais pas comment va se passer la troisième guerre mondiale, mais il y aura peu de gens pour assister à la quatrième. » Exactement. Donc... il savait déjà que voilà, il y aurait le nucléaire dans l'histoire. Si vous voulez, quand on regarde l'histoire de l'humanité avec un peu de hauteur, on s'aperçoit que les hommes sont parfois très déterminés et parfois peuvent nous surprendre dans le mauvais sens du terme. D'ailleurs, je prendrais pour exemple le XXe siècle. Vous savez, le XXe siècle, on a fait 14-18, une boucherie, des millions de morts. 20 ans plus tard, on recommence. 20 ans plus tard, on recommence. C'est très court. C'est-à-dire que vous avez des élites politiques et des populations qui, après une telle boucherie de la Première Guerre mondiale, ont été capables de revenir. Alors, évidemment, il y a des raisons qui expliquent pourquoi il y a des guerres mondiales, parce que c'est des alliances militaires, parce qu'on a des dictateurs sanguinaires qui mettent en place des idéologies complètement dingues. On peut l'expliquer. C'est toujours une personne de pouvoir qui... Alors, une personne de pouvoir, mais qui est quand même entourée de ses courtisans, entourée de gens qui ont intérêt à ça. C'est jamais une seule personne toute seule en réalité. C'est tout un ensemble de choses. Et donc quand on regarde le XXe siècle, 2 guerres mondiales en l'espace de 20 ans d'écart, ça nous montre bien que les hommes sont capables du pire. Capables du pire. Ouais. Et donc, la réponse, moi je n'ai pas la réponse, mais on peut s'inquiéter. Je pense que c'est légitime de s'inquiéter sur le fait que M. Poutine et que les adversaires qu'il a en face de lui, l'escalade est possible. Et donc, moi, je prône la désescalade. Je prône le fait qu'il faut absolument tout faire pour arriver à la désescalade du conflit. Et donc, calmer les ardeurs à la fois de M. Poutine et aussi des atlantistes. De l'Occident, Voilà. Il faut pas résumer la question à gentil-méchant, et il ne faut pas résumer la question à on va tout faire pour détruire la Russie. Parce que jouer la carte du on va tout faire pour détruire la Russie, déjà, ça met la Russie dans les bras de la Chine. La Chine, la Corée. Donc là, on l'a vu, les sanctions économiques. Corée du Nord. Il faut le rappeler, la Corée du Nord est un petit État, mais... qui a la bombe nucléaire. Qui est puissant quand même, mine de rien. Ils ont l'arme nucléaire. Avec un dirigeant à sa tête qui est assez... on va pas être méchant, mais... c'est un dictateur... qui est déterminé sur certaines choses. Très déterminé et... Qui peut l'être. Et qui pourrait être... Alors bon, on sait qu'il est quand même... un peu il est sous contrôle quand même. Sous contrôle, hein, il est quand même sous contrôle, il y a la Chine à côté. Si la Chine ne lui fournit pas à manger et à boire, la population, voilà, tout est fini. Le peu qui arrive là-bas, ils sont, voilà, bon, terminés.
Mais la Corée du Nord est un pays dangereux, dirigé par un dictateur, une dynastie de dictateurs, Kim Jong-un actuellement. On voit qu'il est vraiment paranoïaque, dingue, il a fait tuer son père, fils. Voilà, c'est une dictature horrible qui est sanguinaire et qui utilise voilà, tous les outils de propagande aussi, et qui utilise, comme toutes les dictatures, la puissance militaire comme un argument politique. Et donc je veux revenir à une chose importante, c'est que la paix, moi je suis partisan du camp de la paix, de la désescalade. Et la paix, c'est une construction politique. L'intelligence, comme disait Pierre Vaillant-Couturier, député du XXe siècle français, communiste, Pierre Vaillant-Couturier disait « L'intelligence défend la paix, l'intelligence a horreur de la guerre ». Eh bien moi, je défends le camp de l'intelligence, le camp de la paix. Donc il faut viser la désescalade et ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ça passe notamment par le fait de ne pas fournir des armes. Ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce que tu penses justement de fourniture d'armes on va dire, tout l'Occident à l'Ukraine. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, 300 millions d'euros d'armement de la France pour la France a donné... Parlons pour la France, bien sûr. Rien pour la France. L'Europe a annoncé 450 millions d'euros. Donc au total, là, on est à plus d'1 milliard d'euros d'armes qui vont être fournies aux Ukrainiens, mais pas à l'armée ukrainienne, aux civils. Aux civils, oui. Aujourd'hui, ils distribuent des armes. Sur les premiers jours, l'Ukraine a donné, le gouvernement ukrainien a donné 10 000 armes sans contrôle, sans rien. D'ailleurs, il y a eu des débordements. Enfin, bien sûr. Se sont tirés dessus, pensant que c'était... C'est extrêmement grave, en fait, si vous voulez. Moi, je vise la désescalade, on vise la désescalade, mais fournir des armes, c'est pas la désescalade. Fournir des armes, c'est mettre de l'huile sur le feu et aggraver les dégâts. Parce que les armes, elles vont faire quoi? Elles vont faire des morts, des blessés, elles vont renforcer la détermination de M. Poutine, elles vont renforcer les dégâts des infrastructures. L'Ukraine va se retrouver en champ de ruines. C'est ce que je vais te demander en faisant ça. Il faut fournir une aide médicale, logistique. Penses-tu ce que Vladimir Poutine va se servir de ça pour encore, pas se plaindre, je dirais pas ça, mais oui, effectivement, renforcer sa détermination à dire que ce qu'il fait est bon? Ça peut devenir un argument politique pour lui au niveau national. Ou se dire il se fait attaquer indirectement par l'Occident. Alors on voit dans le discours de Poutine, le discours de Poutine, c'est de dire l'Ukraine est aux mains d'une bande de drogués néo-nazis qui veulent faire... Oui, ça c'était c'est extraordinaire quand j'ai entendu ça. Voilà, bon, on voit le... après c'est la propagande pour faire adhérer les gens. Alors, effectivement, oui, on a vu des images, et bien sûr, il n'y a pas qu'en Ukraine, on pourrait parler d'Italie, on pourrait parler enfin espagnol, en Espagne aussi, voilà, il y en a aussi en France, des poches de néo-nazis. Alors là, il y a quand même qui se déclarent. Ouais. Mais est-ce une généralité? Non. C'est pas une généralité. Par contre, là où il y a une réalité qu'on ne peut pas cacher aux Français, c'est que M. Zelensky a mis au pouvoir et a intégré dans la garde nationale ukrainienne, par exemple, des milices néo-nazis. D'accord. Ouais. Ça, c'est admis, c'est un fait. Et il a fait alliance avec des partis d'extrême droite néo-nazis, Svoboda. Mais penses-tu qu'il a fait ça pour justement être plus renforcé pour cette guerre qui sentait arriver ou... Il a fait ça parce que c'est de la... Parce qu'au final, pour une... Voilà, contexte, la guerre est chez toi, dans ton pays. Penses-tu qu'il faudrait faire une alliance avec tout le monde pour se défendre? L'alliance... Et régler après les soucis quand le problème est réglé? Ou... Alors, juste ce qu'il faut préciser, c'est que Svoboda, qui est parti Liberté, mais qui est un parti d'extrême droite néo-nazi ukrainien, déclaré est allié avec Zelensky. Et notamment, il y a des milices néo-nazis qui sont le bras, des milices paramilitaires néo-nazis qui sont le bras armé de Svoboda, notamment la milice Azov, il y en a d'autres. Et ces liens-là qu'il y a entre le gouvernement ukrainien et cette frange néo-nazie minoritaire de l'Ukraine, c'était avant la guerre, avant l'invasion de l'Ukraine. Hein, donc ça, il faut quand même peut-être des restes de l'Ukraine de la Seconde Guerre mondiale. Stéphane Bandera qui est un représentant, un dignitaire nazi ukrainien qui a fait assassiner des dizaines de milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
qui a participé au génocide, qui a organisé le génocide, Stéphane Bandera. Ils ont quand même, en 2014, fait renommer l'avenue de Moscou à Kiev en avenue Stéphane Bandera. Donc, dire qu'il y a quand même une influence... Ils ont gardé cette lignée depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même un problème avec ça. Il y a des restes. Il y a des restes. Et ça, c'est un vrai problème. Pour un pays qui devait rester dans la neutralité des deux mondes, c'est assez compliqué. Dans la neutralité des deux mondes, et ça avait été acté, on ne l'a pas dit, mais à la chute du mur de Berlin, le président Bush, donc le père de Père Bush, avait signé des accords avec Gorbatchev. Alors les accords, c'est pas un traité réellement, c'était des accords sous le couvert de l'OTAN. D'ailleurs, les archives sont ressorties, parce que certains ont mis en cause l'existence de ces accords. Mais des archives sont ressorties très récemment, le Der Spiegel allemand les a publiées, d'autres, vous pouvez les retrouver sur Internet. Et donc c'est bien inscrit qu'à la chute du mur, il y a eu des négociations pour que les pays de l'Est, anciennes républiques soviétiques, ne tombent pas sous la coupe des Américains et sous la protection atlantiste. Ça devait rester un glacis géopolitique russe. Ça, c'est des accords qui n'ont pas été respectés par les Américains. Les Américains ont continué depuis les années 91. Ils ont appliqué ce qu'on appelle le proverbe chinois « piller les maisons qui brûlent ». Donc, quand la Russie, l'URSS était extrêmement affaiblie, enfin, l'ancienne URSS était extrêmement affaiblie, ils en ont profité pour s'étendre à l'Est. Alors, civilement et politiquement, par l'adhésion des pays de l'Est à l'Union européenne, et militairement par leur adhésion à l'OTAN. D'ailleurs, il y a un lien entre les deux, puisque l'article 42 du traité constitutionnel européen prévoit que la politique étrangère européenne, extérieure, est rattachée à la politique de l'OTAN. Oui. Donc il y a un lien déjà. En fait, si vous voulez, l'OTAN, c'est la face militaire d'une même pièce qui est la face civile de la même pièce américaine en Europe. La face civile, c'est l'Union européenne, et la face militaire, c'est l'OTAN. Tout à fait. L'influence américaine se fait comme ça sur le sol européen. Tout à fait. Car l'OTAN, il faut se rappeler, c'est l'Europe et les États-Unis. L'OTAN, grossièrement, c'est ça. Grossièrement, c'est ça. D'ailleurs, on a... simple, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis quand on parle de communauté internationale, en fait, on parle des États-Unis et de l'Europe et du Canada. Ouais. Voilà. Parce que là, à l'ONU, l'Inde et la Chine ont voté contre la résolution qui condamnait la Russie. Sachant qu'il y a beaucoup plus de pays... Ils sont 3 milliards, ils sont quasiment 2,8 milliards. Oui. Donc la communauté internationale, en fait, c'est les Européens et les Américains. Ils font un tiers des peuples européens. Et nous, on nous dit, voilà, la communauté internationale comme si c'était le monde entier. Non, c'est les Américains et les Européens. Ouais. Mais à côté, il y a d'autres pays dans le monde, des très grands pays, et les nouvelles forces mondiales qui vont faire rééquilibrer le jeu, qui vont modifier l'unipolarité du monde depuis la chute du mur, que sont la Chine, l'Inde, la Russie, les BRICS en réalité. Toutes ces nouvelles forces économiques et politiques vont mettre à mal l'empire américain. L'Amérique est un empire, et un empire, ce n'est pas gentil. Un empire, il défend ses intérêts. Voilà, ils défendent leurs intérêts. Tout à fait. Et c'est un empire qui décline. Économiquement, il décline. Un empire qui décline, depuis le début de l'humanité, il devient de plus en plus agressif. Plus ça va, et plus... je pense que plus on est nombreux sur cette terre, et plus on le sent arriver. Alors cette puissance d'empire. Ouais. Les Américains, en tout cas, font tout pour étendre leur influence, leur domination sur le monde, et utilisent des arguments fallacieux pour faire des guerres, notamment la guerre en Irak, quand ils ont envoyé Colin Powell à l'ONU, menaçant d'une guerre chimique avec une fiole d'anthrax en disant l'Irak est en train de fabriquer des armes de destruction massive et notamment des armes chimiques. C'était un mensonge, c'est établi maintenant, mais on l'a su 15 ans plus tard. Lui a été donné de 5 minutes avant qu'il intervienne, il faut le savoir. Et ça a donné lieu à quoi? À une guerre contre l'Irak où il y a eu 1 200 000 morts. Exactement. Dire que là où la Russie est un peu moins violente que les États-Unis... Officiel, directement, c'est mort, bien sûr, parce qu'il y a encore... Officiel. Et les États-Unis faisaient du carpet bombing, c'est-à-dire qu'ils balançaient des bombes sur toutes les villes, mais peu importe, civils, pas civils. Ouais. C'est pour ça qu'il y a énormément de civils qui sont morts. Et là où la Russie est un peu plus subtile, parce qu'ils ne veulent pas non plus passer pour des trop dangereux, c'est qu'ils font pas le carpet bombing à l'américaine. Ils balancent pas des bombes partout pour tout détruire. Du ciblé, du bombardement. Ils essayent de cibler. Bon, chirurgical. Ils essaient, mais bon, c'est terrible quand même. Il y a quand même des civils. Et on n'a pas. Et
Et les Ukrainiens, enfin le pouvoir central ukrainien, depuis 2014, lui aussi bombarde le Donbass. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, ça, dans la réflexion actuelle. Faut pas l'oublier qu'il y a, avant ce conflit déclaré majeur, il y a le Donbass. Il y a le Donbass. Donc, il y a eu la Crimée, ensuite le Donbass, et maintenant c'est l'Ukraine entière. Ouais. Donc la communauté internationale fait des sanctions. Est-ce que tu penses que c'est efficace contre la Russie? Alors oui, sachant que la Russie a, je ne vais pas dire calculé son coût, mais a une autonomie, mine de rien. Bien sûr. A une autonomie depuis pas mal d'années. Depuis des dizaines d'années, elle a une autonomie. Ils ont prévu le coup. Ils ont prévu le coup pour toi? Ils avaient prévu le coup parce qu'ils avaient... Un coup ou le coup? Ils avaient prévu, pas forcément d'envahir l'Ukraine il y a 10 ans, mais ils avaient prévu de redevenir une puissance géopolitique, de redevenir une puissance mondiale, et ça passe par le réarmement et des finances publiques saines. Et donc ça voulait dire quoi? Beaucoup de réserves de change, 650 milliards de dollars dans la banque centrale russe, et notamment donc les réserves de change et une préparation à une possible déconnexion du réseau SWIFT. Ouais. Donc le réseau SWIFT, on a mis en place la sanction de déconnecter les banques russes du réseau SWIFT pour empêcher les banques russes de fonctionner correctement. Sauf que en fait, les Chinois avaient créé en 2015 le CIPS, qui est un système parallèle de communication entre les banques au niveau international. Et qu'est-ce que ça fait? Du coup, les banques russes maintenant vont fonctionner uniquement par le CIPS chinois. Donc là, c'est encore une division, ça, des sociétés dans le monde. On met les Russes dans les bras de la Chine. On les conforte. On met les Russes dans les bras de la Chine. Ils ont signé un contrat, un méga contrat il y a 48 heures pour créer un gazoduc directement entre la Russie et la Chine, pour fournir directement leurs hydrocarbures. Ça, c'est un acte fort, ça, quand même. C'est un acte fort qui traduit le mouvement géopolitique global. C'est un acte fort qui acte encore plus leur alliance, qu'on connaît déjà, bien sûr, mais ça certifie, quoi. Ça montre aussi aux atlantistes que ça ne va pas être si simple de faire plier la Russie. Et les sanctions, pour revenir sur les sanctions, oui, il faut des sanctions. Il faut des sanctions pour essayer d'isoler M. Poutine, essayer de mettre la pression sur son entourage. C'est ce qu'on fait en saisissant les biens des oligarques, en gelant leurs avoirs à l'étranger. Ça peut être utile parce que M. Poutine est entouré d'oligarques. Leur bateau, leur appartement. Et donc au bout d'un moment, ils vont peut-être lui dire... Le dernier en date, là, qui les a fait glousser, on va dire, c'est ce fameux yacht. Le yacht qui a été saisi sur la Côte d'Azur. Qui s'apprêtait à partir rapidement et qui s'est fait saisir très rapidement aussi. Très rapidement aussi, les douanes sont intervenues assez vite. Voilà. Et ça, c'est un bon moyen de pression. C'est des moyens de sanction, ça. C'est un bon moyen de pression. Mais les sanctions financières, internationales, sont importantes, mais il faut viser juste et il ne faut pas viser le peuple russe. Tu crois que les oligarques, en faisant ça, vont se retourner? Parce que ça va aller impacter leur famille. Les enfants qui sont dans des facs dans le monde, des mères de famille, leurs mères, leurs femmes qui profitent de la vie, on va dire, financièrement. C'est le but. Nice, Cannes, Monaco, Paris, Londres. Est-ce qu'à un moment, il va pas y avoir un retournement de situation quand même pour Vladimir Poutine? C'est possible. Ça va dépendre de la durée de la guerre. C'est mon point de vue. Je pense que si Vladimir Poutine arrive à son objectif, c'est-à-dire de démilitariser complètement l'Ukraine et d'installer un gouvernement à son service. On sent que c'est le but. C'est le but. Il veut pas que l'Ukraine, il veut pas effacer l'Ukraine et que ça devienne un territoire russe. Comme il dit, il veut nettoyer l'Ukraine du nazisme, donc. Il veut mettre. Je répète ce qu'il. Oui, ça c'est la position du Kremlin, donc enlever. C'est sa position. Les quelques franges minoritaires qui ont un peu de pouvoir, qui sont néo-nazis, il veut les enlever. Et surtout, il veut mettre en place et démilitariser l'Ukraine pour que ça redevienne un territoire neutre et que ça ne soit jamais un territoire d'influence américaine. Je pense que c'est son but vraiment. Et son but, c'est de conserver l'Ukraine sous sa botte pour que la Russie redevienne une grande puissance. Parce que, on revient au début de notre interview, si l'Ukraine tombe sous l'escarcelle des européistes, des atlantistes,
du camp de l'Occident, eh bien, la Russie ne pourra jamais retrouver sa grandeur. Et donc, l'objectif derrière, c'est effectivement d'aller vers, de retrouver une forme d'impérialisme, de grandeur de la Russie, la grande Russie des tsars. C'est la vision qu'entend porter Poutine. Donc, s'il réussit rapidement à mettre en place un gouvernement à sa botte et à avoir l'adhésion quand même plus ou moins politique de la population, les sanctions n'auront pas eu assez d'effet. Donc les oligarques ne vont pas se retourner contre lui. Par contre, si ça dure des mois et des mois et qu'on les empêche de vivre, là ils vont finir par lui dire « Bon, t'es gentil, mais… Oui, parce que là on va dire qu'ils touchent un peu au portefeuille, ils ont comme des réserves, on va pas se leurrer. Ils ont seulement 20% de dette. Car ils ont des… Voilà, cette tranche de personnes, des comptes partout, de l'argent un petit peu partout. D'ailleurs, alors, petit aparté, sur les comptes justement, on voit qu'on veut geler les comptes des oligarques. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que techniquement, c'est très difficile à mettre en œuvre parce qu'on est pris à notre propre piège. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a beaucoup de paradis fiscaux. Et il y a beaucoup d'argent caché sous des sociétés écrans, des choses comme ça. Qui, mine de rien, c'est de la falsification, mais c'est de l'investissement pour nous, en fait, pour nos pays. Alors, c'est des capitaux qui peuvent servir à investir dans Pour pouvoir faire ça, on va acheter une petite société par-ci, investir par-là, un petit bateau qui circule, mine de rien, un bateau à Cannes. Ça fait travailler du monde, ça fait vivre la ville de Cannes, quoi. Bien sûr, ça génère de l'économie. Tu comprends? Oui, voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Mais donc, ces histoires de paradis fiscaux au sein même de l'Europe, comme Chypre, où sont logés beaucoup d'actifs russes, mais ils sont logés dans des sociétés écrans, derrière toute l'optimisation fiscale que l'on connaît aujourd'hui, qui permet aux plus riches de payer quasiment pas d'impôts par rapport à nous, classe moyenne, qui sommes saignables. On est le pays, quand même, on le rappelait, le plus saigné du monde, quand même. On est dans un taux d'imposition… On fait partie du top 3. Quoi. On est à peu près entre 45, selon les estimations, entre 45 et 52% de prélèvements obligatoires. Mais la Belgique, la Suède et d'autres pays sont dans des niveaux similaires. En fait, les prélèvements obligatoires, c'est la contrepartie à une société coopérative et harmonieuse. Tout à fait. C'est totalement… Le problème, si vous voulez, de la bonne société qui tourne, quoi. Bien sûr. Et le problème de la fiscalité actuellement, c'est qu'elle pèse plus sur les gens qui travaillent et qui vivent de leur travail, donc les classes moyennes, la majorité du peuple, les 99%, que sur les gens qui vivent de rente, en fait, sur le travail des autres. Et c'est là le grand déséquilibre. Aujourd'hui, on a 5 milliardaires en France qui détiennent autant de patrimoine que 27 millions de Français. Ouais, donc, c'est extrêmement grave. On est dans une société extrêmement inégalitaire et qui est de plus en plus inégalitaire parce qu'elle est figée dans le néolibéralisme qui nous emmène à la guerre. Ouais. Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est un fléau, quoi. C'est un fléau. Bon, de toute façon, comme on dit, plus il y a de riches et la pauvreté augmente. Donc, c'est un vaste plus le riche s'enrichit et plus le pauvre Je vais vous donner une image assez simple. L'économie, c'est un vase communicant. Voilà. Donc là, si vous avez 1% qui détient 99% des richesses, là, il vous reste les 99% qui ont 1%. Et le rééquilibrage, c'est ça. C'est un vase communicant, l'économie. C'est pas du tout la théorie de Macron qui nous dit ça va ruisseler. On l'a vu avec l'explosion des inégalités en France depuis 5 ans, avec M. Macron qui refuse de défendre le bilan de son quinquennat, qui va se présenter là aux élections sans défendre son quinquennat, simplement en disant « je suis le chef de guerre, je vais vous protéger, faites-moi confiance ». Il y a un petit peu du mal là quand même. C'est totalement absurde, c'est totalement antidémocratique. C'est soit on se défend de son quinquennat et soit on fait comme Hollande et puis non. Et on s'en va. On fait pas 5 ans, quoi. Exactement. Donc je reviens aux sanctions sur la Russie. Puis on va regarder un petit peu où on en est. Pénaliser les sportifs, ça va avec aussi. Je crois qu'ils y sont pour quelque chose. Sachant que pour le sport, moi, je trouve la politique n'y est pas. C'est du dépassement de soi, c'est du sport, quoi. Moi sur cette… Tu comprends ? Ouais, je comprends. Moi j'ai utilisé le sport comme moyen de pression politique. Je trouve ça quand même contestable. Parce que le sport, normalement, c'est ce qui réunit autour de valeurs communes, humaines, au-delà des opinions politiques, des nations, etc. Le sport, c'est ce qui peut faire l'unité du monde. Et donc,
moi, je suis pas forcément pour ce genre de sanctions, d'autant plus que ce qui est contestable, c'est le deux poids, deux mesures. Si vous voulez, on n'en a pas parlé énormément, mais quand les États-Unis quand les États-Unis font des guerres illégales, en Irak, en Afghanistan, au Kosovo, etc., eh bien, on n'empêche pas les Américains de participer aux compétitions internationales. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. Le deux poids, deux mesures, c'est assez contestable. Tu penses que c'est un acte de force qu'ils veulent faire? Bah, ils essayent de mettre la pression au maximum. Un acte maximum. fort sur... alors je répète parce que j'étais loin du micro, mais essayer de faire un acte fort en touchant un milieu qui est loin de tout ça au final, qui est plus un milieu de rassemblement, de divertissement pour les foules. Enfin. C'est vrai que le sport, je ne pense pas que ce soit la bonne sanction. Il faut des sanctions, saisir les biens des oligarques, geler leurs avoirs. Il faut viser les personnalités proches de Poutine. Et il ne faut pas viser le peuple. Le sport, c'est pour le peuple, c'est pour les sportifs, et ça véhicule des valeurs internationales, bon, des valeurs communes. Sans compter voilà, les financements dans le sport, tout ça, bon, c'est quand même populiste, quoi. Moi, je ne suis pas pour les sanctions dans le sport. Moi, j'ai ma position, je défends la même position que l'Union populaire auquel je fais partie, c'est-à-dire le mouvement qui défend le programme L'Avenir en commun. Tu penses que c'est pour les... Exactement, c'est une petite question. Oui. Est-ce que tu penses que c'est pour l'image médiatique, ça? Parce que cet effort, les JO, interdire les JO, il y a 2 jours, j'ai entendu interdire les sportifs para-olympiques. Non, moi je suis pas pour C'est très fort, ça, quand même. Très fort, c'est très fort. C'est très fort, ça, quand même. Ça va influer. Surtout les paralympiques, comment t'expliquer qu'au niveau sponsor, le sponsoring est très faible chez eux. C'est des gens qui ont déjà un handicap et qui s'entraînent pendant des années pour arriver à cette compétition qui devrait être si belle. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, on a laissé l'Allemagne d'Hitler faire des JO. Bien sûr. Ouais. Donc avec les États-Unis, ils n'ont pas viré les États-Unis. Ils n'ont pas viré les Anglais, ni les Français. Enfin. Moi, je pense que vous avez raison. Je pense que tu as raison. Je pense que le sport véhicule des valeurs humaines, internationales, qui doivent faire fi des conflits politiques. Et ça, l'Occident s'enorgueillerait de justement laisser les Russes participer aux compétitions sportives. Je pense on serait grandi de laisser les populations voir du sport et les sportifs faire du sport. Parce que ça n'a pas mis un truc en plus à Macron. Ça ne lui a pas mis un petit... peut-être pas une... on va être familier. Une claque derrière la tête. Je pense que M. Macron est totalement dépassé par la situation. On voit d'ailleurs que son interview... Parce qu'on entend beaucoup la France. Hein, je regarde les autres pays, les autres intervenants d'autres pays. C'est vrai qu'on entend beaucoup Emmanuel Macron parler et prendre les devants sur les sanctions, sur ce conflit, c'est surtout Emmanuel Macron qui discute avec Poutine. Enfin, encore récemment, là, hier. Enfin, en fait, moi je pense que l'essentiel ce serait de discuter de l'issue. On va dire. C'est de l'issue du conflit qu'il faut discuter. Pas des sanctions, les sanctions, ok, on prend des sanctions. Mais c'est de l'issue qu'il faut discuter, l'issue de ce conflit. Et l'issue vers laquelle il faut aller, c'est la paix. La paix, c'est une construction politique. La construction politique de la paix, elle se fera par la diplomatie, par la négociation, pas par les bombes et pas par les armes. Et donc ça, il faut bien que les Français en soient conscients. Donc nous, on propose à l'Union populaire une conférence au sein de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a été créée en 1975 avec le traité d'Helsinki, et qui permet de réunir et de mettre autour de la table tous les Européens. Et quand je dis tous les Européens, c'est les Russes, jusqu'aux Géorgiens, etc. Donc il faut absolument aller vers ce sens-là de la diplomatie, et pas de la guerre et de l'escalade militaire. La force militaire, le conflit armé, les morts, les blessés, ne régleront pas le conflit. Donc il faut cesser d'armer les Ukrainiens, il faut leur donner par contre un soutien matériel, financier, médical, et il faut sanctionner par tous les moyens qu'on a la Russie. D'ailleurs, il y a eu des accords avec les Russes pour un couloir humanitaire. Oui. Enfin,
Enfin, ouais. Parce que, bon, ok, les militaires qui sont morts, mais il y a aussi beaucoup de civils, et on n'en parle pas beaucoup, justement. Un éditorialiste sur une chaîne télévisuelle disait où sont les gens. Où sont les gens? Sur les images, on n'en voit pas beaucoup. Alors, beaucoup, il ne faut pas se leurrer, beaucoup sont cachés, beaucoup sont dans les caves, beaucoup aussi sont en fuite, quittent leur ville, sont de ville en ville, le temps que l'armée... Mais comment dire? Sur la fuite des personnes, je voudrais quand même dire quelque chose. Je suis écœuré de la situation à la frontière polonaise. Nous avons aujourd'hui des populations d'origine arabo-musulmanes, africaines, qui sont refoulées et à qui on refuse de pouvoir s'échapper. Et là, c'est sur notre sol. C'est des soi-disant Européens, des Polonais notamment, qui font ça, et qui discriminent les individus selon leur couleur de peau, pour les empêcher de fuir la guerre. C'est inadmissible que ce qui se passe à ce niveau-là. C'est du racisme pur jus et au sein de notre soi-disant belle Europe. Mais l'Europe, c'est ni la paix et ni la fraternité. Et on est en train de le voir aujourd'hui avec des dirigeants européens qui veulent mettre de l'huile sur le feu et qui fournissent des armes alors que les armes vont créer et attiser et aller vers l'escalade. Justement, est-ce qu'on va vivre des différences comme ça entre l'immigration acceptée et une immigration pas acceptée? C'est triste. Une immigration voulue, une immigration pas voulue. On est en train d'entendre sur certains plateaux télé et certains politiciens, que je n'aimerais pas, mais bon, sans le citer, Zemmour et toute l'extrême droite, et une partie de la droite d'ailleurs, qui dit qu'il ne faut pas faire venir les réfugiés ukrainiens. Mais quelle honte! Mais ces gens-là ne connaissent pas l'histoire de France. Je suis désolé de le dire. La France, c'est une terre d'accueil depuis des millénaires. La France s'est associée à l'époque de François Ier avec Soliman le Magnifique pour justement défendre la France et l'idée d'universalité. Donc dire qu'on ne peut pas accueillir des réfugiés ukrainiens, c'est vraiment faire un déshonneur à la France. La France est la terre des droits de l'homme, la terre de l'accueil, une terre d'immigration. Moi, je suis d'origine immigrée, je défends la France. La France, c'est le plus beau pays justement d'immigration. Il faut défendre nos valeurs. Et ce n'est pas ces gens de droite et d'extrême droite qui les défendent. Au contraire. Et quand j'entends les socialistes qui appellent aussi à la guerre et à envoyer des armes à tout va, alors qu'au contraire, il faut viser la désescalade, viser les sanctions, bien sûr, mais viser la paix, la construction politique de la paix. On ne fera pas la paix en envoyant des armes, des fusils d'assaut, etc. Les socialistes, oui, effectivement. Socialistes, non que le nom. Socialistes d'appeler à la guerre. Ils ne connaissent pas l'histoire du socialisme. Voilà. C'est-à-dire que Jean Jaurès est le fondateur du socialisme, du Parti socialiste, et Jean Jaurès a été assassiné parce qu'il prônait la paix. Par Raoul Villain en 1904. Est-ce que tu penses que parce qu'il voulait pas aller dans ce sens au final? Parce que la paix, c'est la meilleure voie pour l'humanité. On ne règle pas les conflits en se tirant dessus. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça crée après, vous imaginez dans l'histoire, si vous voulez, dans les générations des familles, quand vous avez une famille qui a fait la guerre, ça peut créer des ressentiments à l'égard des belligérants. Et il peut y avoir des haines recuites qui vont se transmettre de génération en génération. La guerre, c'est jamais bon. Jamais bon. C'est la négociation ferme, délicate, mais ferme, avec subtilité, intelligence. C'est ça la diplomatie. Et d'ailleurs, la France est un pays de diplomatie. Vous savez qu'on a le plus grand réseau diplomatique au monde. Vous savez que jusqu'au XXe siècle, la langue de la diplomatie dans le monde, c'était le français. Et pourquoi c'était le français? C'est intéressant ça. Parce que le français, c'est la langue qui permet le plus de nuances. C'est la langue qui permet, par les mots, la maîtrise des mots de la langue française, permet d'exprimer le mieux la nuance dans les idées. Et la diplomatie, c'est l'art d'échanger des idées, même si on n'est pas d'accord. Donc là, on est tombé dans le dogmatisme blanc-noir, qui est complètement antinomique de la diplomatie, et on a des élites politiques... Et qu'il n'y a pas de lieu d'être pour un conflit pareil, quand même. De faire des différences entre des Maghrébins, des Africains, une frontière qui a la guerre derrière eux, et pas une guerre, pas une petite guerre quand même. C'est une honte. Nous, on s'insurge à l'Union populaire de cette situation-là. Et d'ailleurs, on rappelle quand même à tous ces éditorialistes et ces politiciens d'extrême droite et de droite qui nous disent on ne peut pas accueillir d'immigrés, il y a trop d'immigrés en France, et patin couffin. Et là, on voit bien qu'on peut les accueillir, évidemment qu'on peut.
Parce que ces gens-là, on va pas les laisser mourir et se faire bombarder. Et on a les moyens d'accueillir des gens. Eux et d'autres. Parce que, par exemple, la guerre au Mali, c'était un gros problème. Dans laquelle la France est responsable, en partie. La venue des immigrés, des réfugiés même, je dirais, parce que c'était une guerre, mine de rien. Est-ce que, c'est une guerre déclarée, une autre guerre non déclarée, tu vois L'intervention de la France au Mali, comme en Côte d'Ivoire, pour faire passer Ouattara à la place de Gbagbo, ça traduit le néocolonialisme français et le fait, en train de chuter d'ailleurs. Et le fait que finalement ce qu'on reproche un peu aux Russes de faire une forme de néocolonialisme sur un ancien territoire russe, c'est ce qu'on fait nous encore en Afrique. Et quand on nous dit on va faire la guerre pour la paix, quand on nous dit on va faire la guerre pour la démocratie, pour la liberté, mais quelle infamie, mais quelle honte de mentir comme ça aux gens. Regardez le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, sont des dictatures sanguinaires. Et pourtant, comme ce sont des alliés des Américains, on dit rien. Tout va bien. La cinquième marine américaine est dans le port du Bahreïn. Si on voulait intervenir au Bahreïn pour mettre la démocratie, on pourrait le faire. Mais comme ils nous vendent leur gaz, leur pétrole, et qu'ils sont... intérêts. Et en plus, le pire, c'est ce fameux Qatar qui finance l'islamisme radical et qui finance le terrorisme. Et on reste alliés avec ces gens-là. Parce qu'ils nous vendent leurs hydrocarbures et parce qu'ils sont sous la botte des Occidentaux. Donc vous voyez le deux poids deux mesures et les contradictions géopolitiques, elles ne rendent pas dupes les gens qui s'intéressent à la question. Et pour le coup, les réfugiés ukrainiens, il y a un moment où ils vont les expulser, tu penses? Ou on va les accueillir, les intégrer? Je pense que le droit d'asile doit leur être accordé. Le droit d'asile, oui. Donc il me semble que ça va être le cas. Ils vont avoir des facilités pour avoir des papiers. On ne peut pas laisser mourir des gens à 2000 km de la frontière française alors qu'on est le pays des valeurs justement humanistes. On ne peut pas laisser faire ça. Je crois que ça va faire des jalousies entre populations de pays différents en guerre qui viennent en France. Je pense que là, ce serait une turpitude que d'être jaloux de son voisin qui a bénéficié des droits d'asile et pas moi. Enfin bon, ça pourrait peut-être créer des tensions. Effectivement, on va être clair, dans chaque conflit, il y a toujours, effectivement, dans une exode de réfugiés, il y a toujours le petit malin qui s'incruste pour la belle vie, on va dire, ou profiter. Ouais. Qui, il faut le rappeler, c'est pas de généralité, car je pense que ces milliers et millions de gens qui vont venir d'Ukraine, oui, on va pas se leurrer, il va y avoir la brebis galeuse à l'intérieur, mais qui va essayer de partir, mais... Essentiellement, ce sont des gens qui fuient la guerre. Ils fuient la guerre, oui, ils voilà. fuient la guerre, ils fuient un pays... Un petit peu comme les Africains, comme... Mais bien sûr. Et c'est l'honneur de la France. C'est l'honneur de la France, et il faut bien comprendre que c'est l'intérêt de la France également. Pour rester une grande puissance au niveau moral et diplomatique, il faut agir dans ce sens-là, dans le sens de l'histoire de la France. L'histoire de la France, c'est ça. Nous sommes un pays, une terre d'immigration. Et d'ailleurs... une terre d'accueil. Une terre d'accueil, une terre d'immigration. C'est l'histoire de la France. La nationalité française, on ne l'acquiert pas par le sang. On l'acquiert par le fait de la culture, du fait qu'on est sur le sol français. C'est un droit du sol. Et bien ça traduit l'histoire de France. Depuis toujours, la France a accueilli les différentes populations. Et ce qui fait notre unité nationale, c'est la culture, c'est la langue, c'est l'histoire, c'est les valeurs. C'est pas d'être blanc ou chrétien. On a toujours des petits restes de ça. Les Bretons, les Basques, les Corses. Les Corses, c'est encore un petit peu à part. Mais, dédicace à mon ami qui est professeur de droit public, Julien. Dédicace à toi si tu es là. Il m'a dit qu'il regarderait s'il a le temps. Mais écoute, on lui fait une dédicace. Qui est corse du coup. Mais bon, c'est pareil, ils ont une histoire aussi. Mais les Corses, c'est des Italiens à la base. Voilà. Et pourtant, le plus grand empereur français, c'est un Corse. Voilà, Napoléon. Bon, exactement. Voilà, parmi les plus grands hommes français, on a évidemment une partie importante qui est issue de l'immigration. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il faut savoir que les rois en France, la monarchie n'était pas totalement française de sang.
Ça a toujours été des alliances. Un petit peu des alliances, allemands, anglais, espagnols, enfin bon, c'est cousin, cousine, tonton, tati. Oui, la monarchie pour fonctionner, l'histoire des monarchies en Europe, pour fonctionner les monarchies et pour tenir, elles étaient solidaires. Et donc on avait effectivement des liens très forts avec Richard Cœur de Lion, avec le roi de Suède, avec tous ces gens-là, Aliénor d'Aquitaine. Voilà, bien sûr que la monarchie, c'est pas une histoire de sang, c'est une histoire d'intérêt aussi. On va se faire le mot de la fin, le mot, ton mot final, ton ressenti final sur notre interview, ce qu'on a abordé. Je sais que tu aimes bien ce mot, la paix. Ta carte blanche sur ce mot, la paix. Voilà. La paix, c'est une construction politique. Elle se fait par la diplomatie. Je suis un partisan du camp de la paix et je milite avec l'Union populaire pour le programme L'Avenir en commun qui est porté par Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes le camp de la paix. Et nous voulons absolument que la paix se fasse le plus vite possible. Pour cela, il y a des solutions. C'est notamment de se mettre autour de la table de l'OSCE pour régler le conflit de manière honnête. Et il faut aussi que la France sorte de l'OTAN, devienne non alignée, comme ça a été le cas à l'époque du général de Gaulle, une voie gaullienne, une troisième voie. La France est une grande puissance économique, militaire, diplomatique, et le moyen pour la France d'agir pour la paix, c'est d'être non alignée. Donc ça, il faut absolument que les Français l'entendent et que les Français se mobilisent le 10 avril pour exclure du pouvoir ces imposteurs de la Macronie qui veulent nous entraîner dans les guerres néocoloniales, dans les guerres atlantistes sous couvert de liberté qui en fait satisfont les intérêts américains. La paix, il faut se battre pour la paix. Et il faut se battre avec les mots, avec fermeté et avec délicatesse. Donc petit message, allez voter quand même. Hein. Choisissez bien vos dirigeants, allez voter. Et la paix, surtout la paix dans vos familles, dans ce monde, la paix en soi, très important. Si on n'a pas la paix en soi, on ne peut pas avoir la paix avec les autres. C'est très juste. Donc, pour avoir de bonnes pensées, justement. Donc, on va rappeler qui tu es. On peut te suivre. Ouais, alors vous pouvez me suivre donc, sur ma page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Xavier Monio Lundi. Voilà. Il y a ton nom, prénom qui est affiché. Donc voilà, donc si vous voulez me suivre, c'est avec plaisir. J'essaye de publier régulièrement des contenus pour... Donc tu fais des petits lives pareil comme ça ou Alors je vais essayer de reprendre un peu les lives parce que là il faut se mobiliser notamment pour les élections. Et j'ai organisé pendant le premier confinement une émission qui s'appelle le Live du Bon Sens où j'invitais régulièrement une personnalité, donc pas forcément quelqu'un de connu mais quelqu'un qui agit et qui pense librement. Donc j'ai invité s'exprimer sur des thématiques pour essayer de faire de l'éducation populaire. Parce que comme je vous le disais en introduction, la meilleure arme pour changer le monde, c'est l'éducation. Et donc, il faut ça, participer à ça. C'est universal. Et puis, ok, mais merci à toi. Merci à vous. Merci énormément à vous. Donc, je voudrais quand même... C'est un exercice qui n'est pas facile, hein. Donc, non. Mais je pense qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé. Ouais. Donc, oui, vas-y. Merci beaucoup à vous. Vraiment, mille merci pour le travail que vous faites. D'avoir des personnes comme ça, bénévoles, qui s'engagent pour relayer l'information, pour faire parler les gens, pour essayer d'être factuel et objectif quand vous montrez les manifestations, tout ce temps, cette énergie que vous dépensez dans un média indépendant, l'énergie, le temps, l'argent que vous dépensez pour créer ce média indépendant, Live News 33 et Pot Info, vous avez tout mon respect et vous méritez d'être encore plus connu et que les gens vous suivent sur Internet, que les gens vous encouragent à continuer. En tout cas, moi, je le fais de c'est très gentil, c'est très très gentil. Mais on essaie, comme tu as vu, avec nos moyens, modestes, mais voilà, on essaye quand même de relayer l'information, la vraie, sans filtre. Il n'y a pas de filtre, on est tous d'accord, on n'a pas fait de fake. Non, on a été pur. C'était sincère. Donc on va essayer de se refaire des petites émissions comme ça. Si
tu as envie qu'on se refasse une émission pareille, il n'y a pas de souci, on se recontacte. Maintenant qu'on en est en contact, c'est pas de souci. Et puis on va finir sur ce dernier mot de Romain Lebrun. Merci pour ta question de tout à l'heure. Peace and love forever.